Bonjour Sabrina, merci beaucoup Salut d'avoir accepté Gabriel. mon invitation. Écoute, aujourd'hui, donc, il est 14 heures chez toi, 20 heures chez moi, et on va C'est parler de ça. vente. On va parler de vente, on va parler de ce qui t'a mené à devenir la référence pour les gens qui voulaient se lancer et comment tu les conseilles au quotidien pour mieux performer. Mais on va aussi revenir sur ton parcours parce que toi, tu as fait Mhm. dans la vente, même plus, si je me souviens bien. Et, Ouais. donc, la première question que j'ai envie de te poser, ça va être de te présenter rapidement pour que ça sorte de ta bouche. Ce sera sans doute beaucoup plus précis que de la mienne. Ok. Ok, bah écoute, déjà merci pour l'invitation, Jean-Gabriel, c'est cool. Bah écoute, moi je suis Sabrina Boisson, alias Captain Vente. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017. À ce moment-là, je gérais ma vie vraiment en fonction de mon business. Et depuis 2019, j'aime bien dire que je me considère comme entrepreneuse libre, où je gère mon business en fonction de ma vie. Et ça, je te garantis que ça change tout. Je me Et doute. concernant ouais, c'est clair. Concernant mon expérience pro, donc en 15 ans, j'ai eu plusieurs expériences riches et très très différentes dans mon secteur de prédilection qui est la vente. Je suis passée du monde du jouet au milieu bancaire, après je suis passée à l'immobilier, après je suis passée au prêt-à-porter de luxe et après dans l'infoprenariat. Et je suis également l'auteur d'un livre qui aborde la résilience d'ailleurs, qui s'appelle Comment s'épanouir grâce au stoïcisme. Et aujourd'hui, bah, je mets mes 15 ans d'expérience au service de coachs, de formateurs et de thérapeutes. Je les aide à structurer leur offre pour attirer leurs clients de cœur afin de vendre sans forcer, grâce à ma méthode que j'ai nommée la vente connectée qui élimine, qui casse, qui pulvérise 90% des objections. Très clair. Donc, on est sur un vocabulaire qui est très fort dès le départ. Et ben, ça me va Voilà. très bien. Allons-y. Mais écoute, passionnant. Évidemment, je me doute que tu as dû voir des belles transformations dans cet accompagnement-là. On va revenir dessus. Voilà, la première question que je voulais te poser, c'était par rapport au secteur dans lequel tu avais travaillé. Tu vois, après toute cette diversité sectorielle, euh, Ouais. dans l'aspect vente, qu'est-ce qui va varier en fonction des secteurs et qu'est-ce qui varie jamais? Alors c'est vrai que dans mon parcours, j'ai eu la chance de plonger dans différents univers. Et à chaque fois, la vente, elle prenait un aspect particulier. Par exemple, si je te prends l'exemple de Disney, où j'ai commencé à vendre, je vendais pas qu'une simple peluche ou une simple tasse ou un costume, tu vois, je vendais vraiment un morceau de magie. C'est un Hmm. objet qui permettait à des familles de prolonger cette émotion Disney en rentrant à la maison. Et ici, l'essentiel, c'était vraiment de garder mon sourire, garder mon énergie et la capacité de créer un moment inoubliable pour eux. Après, en banque, bah, c'était différent. Je vendais vraiment la concrétisation de projets. Donc, tu veux devenir propriétaire, tu veux financer les études de tes enfants, tu veux financer un road trip, une voiture, peu importe. Là, la posture, elle changeait. Là, il fallait rassurer, il fallait inspirer confiance et montrer que je maîtrisais parfaitement la technique. Je suis en train de me refaire mon CV dans la tête en même temps. Dans l'immobilier, là, c'était autre chose. Je guidais les clients dans une décision encore plus engageante. Là, c'était plus dans l'aspect banque où ils se préparaient à un projet. Là, c'était concret. Là, ils achetaient un bien. Donc là, ils achetaient un futur. Donc là, j'ai appris à écouter en profondeur, à capter les non-dits. C'est là que j'ai commencé à avoir toutes les objections qui pouvaient intervenir. Et je les accompagnais vraiment avec patience et clarté dans un vrai processus qui changeait leur vie. Et après, dans le monde du prêt-à-porter de luxe, là, je vendais pas qu'un vêtement ou un bijou ou bien un sac. Là, c'était différent parce que je vendais une posture, je vendais une identité. Là, le client, il achetait pas une montre, tu vois, ou un sac, il achetait vraiment ce qu'il allait incarner. Donc, c'est en portant cet objet. Donc, c'était soit de l'assurance, un statut, il achetait vraiment de l'appartenance. Voilà. Et Hmm. ensuite, pendant ma période immobilier, je me suis tombée sur une vidéo sur le closing digital et j'ai commencé à suivre des entrepreneurs américains. Et là, je me suis dit, tiens, voilà une autre manière de vendre, plus directe, plus conversationnelle et plus adaptée à une vente à distance. Et comme je suis quelqu'un qui passe très vite de la théorie à la pratique, je me suis dit, allez, je me suis lancée dans des premières missions de closing en parallèle de mon job. Et là, bah, je vendais des transformations et je vendais des changements de vie. Donc ça, voilà, c'est différents codes en fonction de mes expériences diverses. Donc oui, les codes, ils varient selon les secteurs, mais ce qui ne change jamais, c'est l'humain. La connexion humaine, l'émotion que tu vas déclencher à chaque fois, la confiance que tu vas installer et cette capacité à faire sentir au client qu'il est au bon endroit avec la bonne personne au bon moment, tu vois.
lui faire comprendre que c'est à lui de prendre une décision. C'est ça pour moi le cœur de la vente. OK, super clair. Effectivement, ce que tu vends, ça change beaucoup, la manière dont Exactement. tu vends aussi, mais effectivement, les fondamentaux, ça va être la connexion, ça va être la Ouais, confiance, ça va être la c'est la ça. projection. OK, super clair et concrètement, du coup, est-ce qu'il y a des éléments, ou des techniques, que tu as pu utiliser, donc dans toutes tes expériences? Ou bien est-ce que c'était différent à chaque fois? Bah, les techniques, c'est vraiment en fonction de chaque poste, hein. En fonction de chaque poste, on te forme vraiment au produit que tu es censé vendre. Après, j'ai toujours ma technique, que je garde, à savoir l'authenticité. Ça Mmh. m'a toujours aidée dans tous mes postes, tu vois? Et peu importe le monde où j'étais, le domaine de vente où j'étais tout le temps number one. Je faisais tout pour être number one. Tu vois? Ça, Ouais. c'était un truc ancré dans ma tête, et mon point fort, c'était vraiment l'authenticité. Rester moi-même. Si tu Mmh. joues un rôle en vente, de toute façon, tu perds. Si tu restes toi-même, tu gagnes. Mmh. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit, énormément de styles de vente différents, dès que tu côtoies un peu des vendeurs, tu te rends compte C'est qu'il y a des clair. gens qui sont hyper calmes et qui arrivent à Ouais, même résultat que certains qui sont très expansifs. Non, c'est hyper exactement. intéressant de voir ce que ça donne. Mais, Ouais. et du coup, bah, effectivement, tu as eu, plein d'expériences, que ce soit, en tant, du coup, que, contributrice, que, commerciale, mais aussi en Mmh. tant qu'entrepreneur et Ouais. si tu devais partager les apprentissages les plus marquants que tu as pu faire lors de toutes ces expériences, ce serait quoi selon toi? Bah, les apprentissages les plus marquants, bah, chez Disney, par exemple, c'était, j'ai découvert la puissance de l'émotion dans la vente, ça, c'est clair. En banque, c'est plutôt la rigueur et l'art d'inspirer confiance. En immobilier, j'ai perfectionné ma capacité à décoder les besoins réels qui se cachent Mmh. derrière certains mots. Tu vois, des fois, les gens ne te disent pas forcément les choses. C'est comme quand des objections arrivent, et c'est qu'il y a quelque chose qui est caché derrière, en fait. Donc, vraiment, j'ai appris à décoder ça. Et dans le monde du luxe, comme je te disais tout à l'heure, j'ai saisi l'importance de la posture et du souci du détail. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, en fait, tous ces critères différents. Avec mes missions de closing, là, j'ai appris carrément à être flexible, parce que tu peux avoir un jour un appel sur un programme de coaching sportif, 2 heures après, c'est un programme business ou de développement personnel. Donc voilà, c'est vraiment la flexibilité. Et le plus gros apprentissage, je dirais, en étant entrepreneur, ce qui va vraiment marquer la leçon que je retiens, c'est que peu importe ton secteur, sans vente, il n'y a pas de business. Et s'il n'y a Mmh. pas de business, tu as juste un hobby. Donc, ça, c'est vraiment la leçon que je dirais sur l'entrepreneuriat. Sans vente, il n'y a pas de business. Donc, il faut absolument apprendre cette compétence quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Mmh. OK, ouais, donc des apprentissages assez riches effectivement à chaque fois. Ouais, Hem et tu parlais de résilience tout à l'heure. ouais. Comment tu la perçois la résilience et bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a apporté le plus, dans ton parcours vers la résilience et qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Ah bah, beaucoup, j'ai eu pas mal d'événements dans ma vie qui font que je suis devenue résiliente, en fait. Et je fais toujours en sorte d'apporter, ou en tout cas de voir le positif dans tout ce qui se passe. Même s'il m'arrive un problème ou un obstacle, quoi que ce soit, je regarde toujours le côté positif. Voilà. Ça, c'est vraiment ma philosophie. Oui, d'où la liaison avec le stoïcisme évidemment. Exactement. Ah oui, je grand fan de Marc Aurèle moi aussi et Ah ouais, j'avoue qu'effectivement, il on se t'apprend à voir comprend. les choses d'une autre manière. Oui, Ouais, je comprends. Mais oui, ouais, non, il t'apprend à voir les choses d'une autre manière. C'est c'est clair. trop c'est tellement un super pouvoir de se dire que finalement, en prenant du recul, c'est pas si grave, on passe à autre chose et en fait, bah, il y a un C'est ça, arc-en-ciel derrière les nuages, quoi. exactement. Et puis, on ne peut pas tout contrôler. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il faut lâcher prise, tout simplement. Mais OK, non, mais très, très intéressant, résilience, beh, je savais même pas que tu avais écrit un livre, il faudra que j'aille regarder ça. Personne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, hein. Parce que Beh, surtout que si tu tapes Sabrina Boisson, tu ne le trouveras pas parce que c'est un nom d'auteur. Donc, ah d'accord, je t'enverrai le lien, il n'y a pas de souci. bah, carrément, écoute. Très curieux de savoir un peu ce que ça cache, Ouais, avec la plaisir. résilience et le stoïcisme et alors, bah, autre question, mais
tu vois, tu étais, effectivement dans le salariat, puis dans le closing qui est un peu plus freelance, si j'ai bien compris comment ça s'organise. Donc, c'était une transition douce, mais qu'est-ce qui a été un déclic pour toi entre le fait d'être employé, le fait de travailler pour quelqu'un d'autre et de passer à une activité qui est la tienne à 100%, sachant que tu m'avais partagé ça, mais tu avais ta maison, tu devais avoir des mensualités, etc. Tu vois, il y a plein de gens qui sans doute se posent la question, comment je pourrais passer d'une situation où je rembourse des mensualités tous les mois, où je suis employé, où je ne vois pas le bout de la rat race, à une situation où je suis sur un bateau aux Caraïbes à 14 heures alors qu'il est en France. Alors franchement, ce déclic, il se traduit vraiment en un mot, c'est la liberté. Alors oui, ça peut paraître bateau sans mauvais jeu de mots pour le coup, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment la liberté. Donc en fait, avec mon mari, on bossait à fond dans dans nos jobs respectifs. Ça c'est clair, on était des acharnés du boulot, mais on arrivait quand même à voyager chaque année. Et durant ces voyages, on rêvait d'une autre vie. Tu vois, Notre déclic, c'était le voyage en Thaïlande en 2016. C'est pour ça que je suis passée entrepreneuriat en 2017, mais je vais t'expliquer pourquoi. On voulait vivre ailleurs, ça c'était clair, mais tu t'en doutes, quand tu voyages, tu penses à plein de choses, tu as plein de rêves, plein d'objectifs, plein de projets, et tu sais comment ça se passe, tu reviens de vacances, et tu repars dans ton schéma métro, boulot, dodo, et tu repars de tes rêves aux prochaines vacances. Mm. Tu vois. Donc l'idée, elle était bien rangée dans nos têtes quand même, dans un coin de nos têtes, tu vois. Donc de mon côté, moi, comme je te disais, je gérais ma vie en fonction de mon business, et je savais que ça ne me convenait pas. Je loupais plein d'événements dans mon entourage, mais je continuais quand même. Je continuais quand même à faire passer mon business avant ma vie. Mais un jour, il y a eu le vrai déclic. Donc c'est un peu personnel, mais je vais t'en parler parce que j'ai aucun problème avec ça, parce que c'est vraiment l'événement qui a tout enclenché dans ce changement de vie à mon mari et à moi. C'est qu'un jour, comme ça, du jour au lendemain, mon mari il a perdu la vue. Il était dans le noir total durant 2 longs mois, mais vraiment. C'était vraiment 2 mois très très difficiles pour nous. Et lui, de son côté, il dirigeait une boîte, une entreprise avec une trentaine de salariés. Il était aussi à fond dans son job. Et en fait, son corps, il a pris la décision d'agir à sa place, clairement. Il lui a ôté la vue pour qu'il ouvre enfin les yeux sur sa vie, sur la vie qu'il souhaitait, en fait. Tu vois. Et quand on a compris, bon là, je t'ai vu tous les détails, mais quand on a compris le problème, que c'était le fait qu'il n'était plus heureux dans son job, il a retrouvé la vue instantanément. Et c'est vrai que ça a été une expérience très marquante pour nous. On en reparle d'ailleurs très, très souvent. Et là, on s'est dit, stop, c'est maintenant ou jamais, on arrête tout. Lui, si de son côté, s'il continuait comme ça, il allait sûrement finir en burn-out. Et moi, je voulais inverser la tendance aussi et gérer ma vie en fonction de mon business et pas l'inverse. Donc, on a dit stop, on arrête de repousser nos rêves, on passe à l'action et on choisit la liberté. Et voilà, donc on a vendu la maison, il a vendu ses parts de la société, on est parti, on avait toujours le projet à la retraite de vivre sur un bateau. On ne s'est pas posé 50 questions, on a pris un billet direction la Martinique, on savait qu'il y avait un grand port là-bas pour acheter des bateaux. Et c'est comme ça qu'on est parti vivre sur un bateau aux Caraïbes. Donc tu Incroyable. vois, ouais, c'est assez incroyable. Et je rajouterais quand même une moralité dans cette histoire pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Vraiment, suivez vos rêves. Parce que nous, personnellement, on n'y connaissait rien du tout au monde du bateau. Mais on a quand même appris. On avait un why tellement fort qui nous motivait que voilà, ça prouve que quand on veut, on peut. Ah oui, d'accord. Quand même, ton mari qui perd la vue 2 mois, c'est Ouais. fou. J'ai jamais entendu des C'était trucs comme ça. incroyable. Ah, ouais, vraiment. Et tu vois, à force de faire des masterminds et tout, j'ai rencontré une fille, elle, c'était la même chose pour elle, mais pour le coup, c'était les oreilles. Elle entendait plus? Elle en avait ras-le-bol, en fait, de son environnement au boulot. Et elle se disait tout le temps, mais j'en ai marre, je peux plus me les entendre, je peux plus me les entendre. Elle se plaignait. Et elle me dit, du jour au lendemain, je n'entendais plus rien de l'oreille. Je sais plus si c'était la gauche ou la droite, bref. Elle n'entendait plus rien. Et en fait, quand elle a compris que c'était ça, tu vois, comme quoi, c'est dingue l'harmonie qu'il y a entre le corps et l'esprit. C'est impressionnant. Et en fait, c'est une sophrologue qui a aidé mon mari à capter ça. Tu sais ce que j'ai fait en rentrant? Je me suis payé une formation en sophrologie. Ça m'intriguait tellement, quoi. Il fallait Ouais, que je connaisse plus de choses sur ce domaine-là. C'était tellement intéressant, quoi. ah Voilà. oui. Ouais, donc parfois, comme quoi, faut se perdre Il pour se faut, retrouver, faut perdre la vue pour il faut, la ouais, il faut retrouver. écouter son corps, ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est une histoire quasi biblique, ça. Dans la Bible, il y a cette histoire de Saint Paul, je crois, qui perd la vue et qui, du coup, devient apôtre du Christ, etc.,
c'est hyper fort, quoi. Ouais, OK. Et donc, changement de vie sur un bateau après avoir été changement de vie. directeur d'une société de 30 personnes. Non, non, c'est Voilà, inspirant. Et OK, bah, ça fait ouvrir effectivement les yeux sur l'importance de se rendre heureux avant d'essayer c'est d'être clair. riche ou d'être connu. Enfin, OK. Non, mais écoute, Exactement. merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je C'est t'en prie, effectivement chaud, mais je t'en pour prie. ceux qui verront la vidéo, ce sera inspirant. Ça pourra provoquer des changements, je pense. Bah, écoute, pour aller sur un sujet un peu plus business, du coup, puisque effectivement Ouais. aujourd'hui, tu vis quand même de ton activité, c'est ce qui te permet et vous permet Mmh, à toi et ton mari mmh. d'être indépendant et heureux. Euh, j'ai vu, je ne sais plus où, dans un de tes posts, ou peut-être qu'on en avait discuté, mais j'avais cru Ouais. comprendre que tu choisissais un petit peu tes clients, que tu essayais de les trier un minimum sur le volet. C'est quoi Mmh. tes critères, du coup, pour choisir tes clients? Alors oui, j'ai choisi mes clients. J'ai super chaud, je suis désolée. Il fait très très chaud, donc je bois beaucoup, hein. 2 secondes. Aucun souci. Donc ouais, je choisis mes clients. En fait, il faut pouvoir avoir ce luxe en fait de choisir ses clients, parce qu'en fait, un accompagnement, c'est un partenariat. Je veux pas juste entre guillemets avoir des clients. Moi, je veux embarquer avec les bonnes personnes, tu vois. Donc mes critères, c'est déjà l'engagement. Donc si quelqu'un cherche une baguette magique sans passer à l'action, c'est pas pour moi. Tu vois les gens qui tapent sur Google comment gagner de l'argent sans rien faire, tu vois, cela c'est pas pour moi. Donc déjà il y a l'engagement, il faut vraiment que la personne euh, veuille passer à l'action. Ensuite, il y a l'ouverture d'esprit. Moi, je travaille avec des entrepreneurs qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de tester et qui ont la capacité de se remettre en question. Tu vois, des personnes vraiment coachables. Et le troisième point, c'est vraiment l'alignement humain, tout simplement. J'ai besoin de sentir qu'on partage des valeurs communes et que la confiance, elle peut s'installer des deux côtés. Parce qu'en fait, la vente, ce n'est pas une technique, c'est vraiment un transfert d'énergie. Si l'énergie, elle n'est pas bonne dès le départ, moi, je préfère dire non. Et je préfère Mmh. au final avoir moins de clients, mais des bons clients. Tu vois, les Mmh. clients avec qui je vais vraiment créer des résultats et vivre une aventure entrepreneuriale qui a vraiment du sens, quoi. OK, ouais. Je vois. Donc, et en plus, effectivement, ce qui est génial, c'est que en choisissant des gens qui effectivement sont plus alignés, plus investis dans leur projet, tu t'assures aussi qu'ils réussissent. Tu choisis des gens qui ont une grande chance d'aller jusqu'au bout et de réussir dans leur C'est projet, quoi. ça, c'est C'est ça. ce qui est pas mal non plus, parce que ceux que tu pourrais refuser, derrière, ça leur fera peut-être prendre conscience qu'ils ne sont pas assez investis, peut-être pas assez alignés avec ce qu'ils ont choisi de poursuivre. Oui, bien sûr. Donc, non, non, c'est génial. Et j'aime bien ce que tu dis sur le transfert d'énergie, sur le fait d'être aligné. Moi, je vois ça un peu comme toi, mais je fais énormément de prospection. Moi, je fais que ça. Ouais, J'adore la chasse. Et en fait, c'est vrai que en fait, tu provoques la chance. Et quand ça fonctionne, c'est parce que tu as réussi à provoquer suffisamment la chance pour tomber sur des gens qui sont en complet alignement avec ce que tu proposes, ça. avec ce en quoi tu crois. Mais donc oui, c'est très important aussi d'avoir cette croyance profonde que tu peux aider, que ça a un réel impact ce que tu proposes. Exactement. Ah bah c'est la base, clairement. Non, mais très intéressant. Donc, et pour ceux qui verront la vidéo aussi, voilà, si vous voulez contacter Sabrina, soyez sûr de votre projet avant, sinon ça ne sert à rien. Non, mais très clair, très clair. Et écoute, bah, justement, tu vois, des gens qui sont désalignés, on en a forcément tous rencontrés, surtout dans Bien tout sûr. ce qui est un peu business, infoprenariat, etc. Euh, Quelles erreurs tu as pu voir, toi, surtout au début, quand les entrepreneurs commencent à vendre leur offre, commencent à développer un petit peu leur activité? C'est quoi les 3-4 erreurs, tu vois, les trucs qui reviennent à chaque fois et que tu voudrais aider les gens à éviter? Ah, ça, c'est une bonne question parce qu'il y a tellement d'erreurs. C'est vrai que la première que je vois, la plus commune, c'est de croire en fait qu'il faut convaincre. Alors que la vente, en fait, c'est pas convaincre, c'est connecter. C'est pas pour rien que j'ai appelé la vente connectée ma méthode, tu vois. C'est vraiment connecter. La deuxième, c'est des solopreneurs qui parlent uniquement d'eux. Ils parlent de soi, ils parlent de leur offre, ils parlent de leurs outils et ils oublient le client, en fait. Tu vois, le client, il veut juste savoir est-ce que tu vas régler mon problème. Alors qu'il y en a plein, il y a plein d'entrepreneurs en début d'appel, il va te dire voilà, donc moi je me présente, j'ai tant d'années d'expérience, j'énumère tous mes diplômes. En gros, ils balancent leur CV, clairement. Sauf que le truc, c'est qu'on n'en a rien à faire.
de leur CV, tu vois. Le prospect, il veut juste savoir si tu es capable de le transformer, de régler son problème. Donc, tous les entrepreneurs qui commencent à se justifier, entre guillemets, c'est qu'ils ont besoin de se rassurer eux-mêmes de leur légitimité. Donc là, ça prouve juste qu'ils ont un problème avec ils ont un syndrome de l'imposteur, tout simplement. Donc, ces personnes-là, arrêtez les appels. Il faut déjà que vous débloquiez ce syndrome de l'imposteur avant de commencer les appels, vraiment. Et la troisième erreur, je dirais qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec leur prix. Ça fait partie du premier cap de mon concept de vente connectée. J'ai 4 caps. Et le premier, c'est vraiment qu'il faut être aligné avec ton toit intérieur, ton toit extérieur, ton offre, ton prix et ta cible. Tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui bradent leur prix, tout simplement parce qu'ils ne sont pas alignés avec leur offre. Ils ne sont pas alignés avec leur offre, ils ne sont pas alignés avec leur prix. Donc, ils sont obligés de brader pour pouvoir vendre. Donc, en résumé, ils veulent convaincre au lieu de connecter, ils veulent parler produit au lieu de parler transformation et ils ne sont pas du tout alignés avec leur offre et leur prix. Ok. Ok, je vois. Donc, et pour ce qui est du prix, je pense que c'est ce qui peut revenir le plus parce que quand on n'a jamais rien vendu, en fait, demander à des gens de nous payer de l'argent pour quelque chose qu'en plus on sait faire, ça peut paraître un peu vertigineux, ça nous paraît très naturel, Bien donc sûr. c'est compliqué de le monétiser. Quel conseil tu leur donnes le plus souvent et qu'est-ce qui débloque cette situation en général? Bah, en fait, c'est quand tu testes ton offre au début, il y a beaucoup de personnes qui te disent teste ton offre gratuitement. Tu prends un panel de personnes. Moi, je ne suis pas dans cette école-là. Parce que les personnes à qui tu vas leur expliquer, tu vas leur faire un accompagnement gratuit, ils ne vont pas être à fond dans ton programme. Ils ne vont pas s'impliquer à fond. Tu vois. Et après, tu vas courir derrière eux rien que pour avoir un témoignage. Donc, en fait, moi, je pars dès le départ. Voilà, tu veux tester ton offre. On imagine que ton offre, elle est à tel prix, je te dis n'importe quoi, 1800 euros. Eh bien, écoute, tu vas faire un test pour créer ton offre, pour savoir vraiment comment tu vas structurer ton offre. Et tu fais un test, par exemple, à 500 euros. Mais au moins, ça va permettre aux gens d'accéder à ton expertise qui vaut 1800 euros à 500 euros parce que tu vas co-créer avec eux ton offre. Tu vas vraiment savoir quelles problématiques ils ont, quels objectifs ils ont, et tu pourras structurer correctement ton accompagnement. Donc moi, je préconise tout le temps de commencer avec un mini paiement, en tout cas, quand tu débutes. Ok, ouais, pour engager un petit peu les clients et Ouais, qu'ils soient voilà, dans le projet à fond. c'est Et, ça. qu'est-ce que tu penses de faire payer au résultat, tu vois, tes clients, si ton objectif, par exemple, c'est de leur faire eux-mêmes aller trouver des clients ou leur permettre de vendre plus, eh bien, qu'est-ce que toi, tu penses du fait de faire payer leurs clients 10% par exemple, des ventes qu'ils vont réaliser sur la période de l'accompagnement? Ouais, alors ça fonctionne pour les freelances. Pour les freelances, ça marche bien. Il y en a plein qui le font, tu vois, en fonction du résultat ou ceux qui font de la pub, etc. Ça marche très, très bien. Après, pour des thérapeutes ou des coachs qui ont vraiment un vrai accompagnement, au résultat, c'est un peu plus compliqué, Mmh. tu vois. Donc, ça dépend du secteur de la personne. Tout ce qui est Oui. freelance, ouais, c'est possible largement. Après, tes closers, bah, tu es payé au résultat dans tous les cas. Mmh. Tu proposes, je sais pas moi, tu proposes à quelqu'un de s'occuper de faire média buyer en fait dans tout son tunnel de vente, etc. Tu gères toute la publicité. Ben, en fonction des leads qui vont rentrer, en fonction des leads que tu vas closer, et ben là, tu reverses un pourcentage à cette personne-là. Ça, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Hein. Mmh. Oui, c'est vrai qu'un thérapeute qui fait payer au résultat, on a du mal à voir Non, ça, c'est comment un peu ça va compliqué. fonctionner, ouais. C'est pour ça que je te disais, moi en tout cas dans mon domaine, les personnes que j'accompagne, il n'y a pas de commission au résultat, de paiement au résultat, mais Mmh. ça se fait et je suis totalement à l'aise avec ça parce que moi j'ai eu plein de jobs comme ça où j'étais payée au résultat et c'est ce qui me motive personnellement. C'est ce qui me motivait en tout cas Ouais. quand je bossais comme ça. Mmh. Ouais, c'est sûr, c'est hyper stimulant, mais OK, OK, bon, très clair par rapport aux erreurs qu'il faudrait éviter, Mm. mais du coup, tu vois, tu as parlé de 4 étapes. Je ne sais pas si tu es à l'aise pour tout révéler, mais pour avoir un petit aperçu, si tu devais proposer un schéma de lancement d'une offre chronologique à un entrepreneur qui démarre, tu vois, ce serait quoi les étapes clés, tu vois, les marches les plus importantes de l'escalier? Alors déjà, bah, c'est ce que je dis à mes élèves que j'appelle les copilotes. Mmh. Donc, ce que je dis à mes copilotes, c'est déjà de clarifier ton offre. Si tu n'es pas au clair avec ce que tu proposes, pour qui tu le proposes et pourquoi ça va changer la vie de ton prospect, bah,
toi-même pas convaincu de ce que tu te proposes, donc tu ne pourras pas être convaincant. Donc déjà, clarifier ton offre à 1000%. Ensuite, ça va être chercher la demande. Donc, si tu débutes, il faut vraiment s'enlever l'idée qu'il faut 10 000 abonnés pour vendre. Alors là, pas du tout. Moi, perso, j'ai moins de 2 000 abonnés sur Insta, j'ai moins de 2 000 abonnés sur LinkedIn et je vends très, très bien. J'ai aucun souci avec ça. Je prospecte, je vends, je prospecte, je vends. Et ça se marche comme ça depuis des années et je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Donc, déjà ça. Ensuite, voir où est-ce que ta cible, elle se trouve. Tu peux déjà, même quand tu débutes, tu n'as pas de communauté entre guillemets, donc tu peux parler à ton réseau proche, tes anciens collègues, ton entourage. Tu peux aller parler sur des groupes Facebook, sur Instagram ou LinkedIn en fonction d'où se trouve ta cible. Et l'idée, c'est vraiment de trouver 10 à 20 personnes qui correspondent à ton profil et échanger avec eux. Avoir vraiment cette routine de prospection tous les jours et parler avec au moins 10 personnes minimum par jour. Voilà. Et puis après, si tu as déjà une communauté ou une liste email, bah là, c'est autre chose. Tu arrives dans l'atmosphère d'attente, tu fais monter la température, tu parles de ton offre dans tes posts, dans tes stories, dans tes mails, tu ouvres une liste d'attente VIP, bah, tu fais monter le désir d'acheter. Voilà, ça c'est pour les personnes un peu plus avancées. Troisième étape, ce serait converser. Il faut converser. De toute façon, si tu veux de la conversion, il faut converser. Conversation obligatoire, que tu sois débutant ou non, il faut que tu engages des conversations. Ça doit être un travail quotidien. En proposant des appels pour parler à un maximum de personnes dans ta cible, il faut que tu puisses pouvoir lister leurs problèmes, leurs objectifs et utiliser leurs propres mots. Donc là, quand tu débutes, c'est parfait de demander un maximum d'appels clarté, d'appels découvertes. Tu l'appelles comme tu veux, mais avoir un maximum de personnes au téléphone et tu listes quels sont leurs problèmes, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont les mots qu'ils utilisent, le lexique qu'ils utilisent. Et c'est comme ça que ça va t'aider à parler correctement à ta cible et faire venir les gens à toi pour créer ton offre, valider ton offre et commencer tes premières ventes. Et la dernière étape, c'est la conversion. Donc là, il faut que tu choisisses ton système de vente. Donc dans mon cas, les coachs, les formateurs et les thérapeutes que j'accompagne, eux, on valide en fait leur offre premium. Donc c'est minimum un investissement de 1 000 euros. Donc pour moi, si tu as un accompagnement à minimum 1 000 euros, tu dois le convertir avec un call ou une visio en tous les cas. Et parce que c'est bien d'avoir un système qui te permet d'avoir un agenda rempli, d'avoir des rendez-vous fixés, mais si derrière tu ne peux pas closer, ça ne sert à rien de remplir ton agenda. Donc ça, c'est hyper important d'apprendre à closer quand tu proposes un accompagnement, un service qui change des vies, qui transforme des vies. Ok. Donc on a tout le funnel de vente en tête là. Ouais. Très clair, très très clair. Et alors toi, si tu veux nous partager 2-3 bonnes pratiques à adopter en prospection, tu vois, au départ, parce que c'est souvent ce qui fait peur, tu vois, d'aller démarcher ton audience, d'aller démarcher les gens que tu connais ou que tu connais pas. Les premiers messages, comment est-ce que toi tu les formules pour que ce soit impactant? Les relances, comment est-ce que tu les mets en place? Alors déjà, quand tu commences, le plus simple, c'est utiliser ton réseau. Les gens oublient leur réseau. Ils ont peur de parler de ce qu'ils font en fait aux personnes qu'ils connaissent. Donc c'est très simple. Moi, ce que je dis à mes copilotes, vous vous filmez comme ça en face cam. Voilà, vous faites une petite vidéo. Salut, c'est Sabrina. J'espère que tu vas bien. Je voulais absolument partager une super bonne nouvelle. Je me suis lancée dans XYZ. Si tu connais des gens qui peuvent être intéressés, là, je vais commencer une offre. Je fais une offre de lancement hyper intéressante. Donc, si tu connais quelqu'un qui peut être intéressé, donne mon numéro ou parle-moi de cette personne, je la contacterai. Voilà. Et envoyer cette vidéo à tous tes contacts. Déjà, ça, tu peux être étonné du retour que tu vas avoir. Même une personne où tu es persuadé qu'elle a besoin de tes services, ne lui dis pas directement qu'elle a besoin de toi, en fait. Tu lui dis, est-ce que tu connais une personne? Et elle, dans sa tête, elle va se dire, mais moi, je veux t'aider. Et donc, elle va te répondre tout de suite, en fait. Ça, c'est hyper important. Au début, quand tu n'as personne et que tu n'as pas de communauté, fais ça. Sincèrement, tu seras surpris de toutes les retombées que ça a. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est avoir une routine de prospection tous les jours, parler à 10 personnes, taper les mots-clés sur LinkedIn, sur Insta, voir les personnes qui vont commenter sur d'autres confrères à toi, voir s'ils sont intéressés, tout ça, essayer de parler avec eux, etc. Ça marche super bien. Et engager les conversations de manière très, très naturelle et pas lourdingue, entre guillemets, comme on voit encore aujourd'hui. Et ne jamais dire à un prospect comme j'ai eu la semaine dernière, et d'ailleurs c'est devenu un client parce que je lui ai dit ne fais pas ça, c'est devenu un client. Il me dit Sabrina, bonjour, je me permets de te relancer.
Ah, Non, ne oula, dis pas à un client que tu relances que tu le relances, quoi. À un prospect, pardon, que tu relances que tu le relances. un peu de Ça se fait pas. subtilité, quoi. Non, Voilà. ok. Voilà. Ok, ok, très très clair. Bah écoute, non, c'est très riche ce que tu partages et je pense qu'effectivement, ça peut aider pas mal de gens au tout Ouais. début. Et alors justement, tu vois, c'est quoi l'élément dans ton accompagnement qui aide le plus les gens? Est-ce que c'est une histoire de mindset? Est-ce que c'est du pratique? Est-ce que c'est sur l'offre, tu vois? Qu'est-ce qui En va le fait, j'ai plus envie de t'aider? te dire, c'est un mix de tout. Moi, Mm, mes copilotes, ils me disent vraiment que ils sont contents parce que je les impacte pas uniquement dans leur business, je les impacte dans leur mindset et je les impacte dans leur vie en général. Tu mm, vois, il y en a un qui m'a dit un jour, il y a un avant et un après Sabrina, tu vois. C'est que vraiment, je vais pas les aider que dans leur business. C'est vraiment leur vie en général, que ça soit dans leur vie pro ou dans leur vie perso, que ça va changer. Et en fait, ils deviennent tous des potes à la fin. C'est vraiment, mm. on est tous une famille au final, tu vois. Et c'est pour ça que je veux rester dans cet aspect du one-one. À un moment donné, je voulais basculer dans le groupe et je me rends compte que non, c'est pas pour moi. Je suis vraiment à fond dans le coaching personnalisé et c'est pour ça que je reste dans le one-one. Mm. Ok, 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 très très clair. Donc ouais, un grand mix et surtout Ouais, l'affect en fait et l'impact que tu peux avoir au global exact. sur leur vie, quoi. Mais Ouais, toi, moi, je crois beaucoup à ça. J'avais interviewé quelqu'un il y a quelques mois de ça maintenant, ouais, un entrepreneur aussi qui était axé sur la vente à fond. Et en d'accord. fait, lui, il m'avait dit cette phrase intéressante. Il m'avait dit quoi? Il m'avait dit la vente, ça fait de nous de meilleurs humains. Et je trouvais ça tellement, tellement vrai, tu vois. C'est moi, les gens avec qui je distille un peu mon humble savoir sur la vente, euh, Ouais. ils arrivent à voir les choses autrement. Tu vois, un de mes meilleurs amis, souvent, je lui parle de ce que je mets en place en termes de prospection, etc. Et je Mhm. transpose ça parfois avec des notions très, très personnelles. Et en fait, ça change complètement la vision que tu peux avoir des choses, notamment la gestion du rejet, le fait de se détacher un petit peu en fait de ce que les gens vont te répondre quand tu leur proposeras quelque chose. Ça change tout parce que tu prends pas les choses personnellement. Ça, c'est dans les accords Toltec, mais c'est autre Ouais. chose. Mais il a Euh, raison, c'est vraiment le fait d'aider, en fait. Vendre, c'est aider. Clairement, c'est vraiment aider tes prospects à prendre une décision et limite, tu as l'obligation morale de leur proposer ton offre si vraiment ça peut transformer sa vie, quoi. Clairement, c'est hmm. ça. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est très fort. Mais et justement, tu vois, toi, tu parles effectivement de beaucoup d'aider les gens. Tu vois, il y a une question que moi j'aime beaucoup poser parce que la réponse est différente à chaque fois. Mais c'est, Ouais. écoute, c'est quoi ta plus belle histoire de vente, tu vois, selon tes critères à toi? Alors moi, ma plus belle histoire de vente, c'est ce qui a tout déclenché. C'est une mission de closing en fait. C'est tout ce qui a déclenché pour me lancer dans l'aide aux coachs et aux thérapeutes. En fait, au départ, l'infopreneur, bon, je tairai le nom quand même, l'infopreneur, il voulait me commissionner 10%, tu vois, comme la plupart font avec les closers débutants. Mais en fait, dans la discussion, il me dit, toi, je sens que tu peux faire un malheur. Je dis, ouais, ouais, c'est justement pour ça que moi, je ne prends pas 10%. Je prends minimum 30% de commission. Donc, bref, il y a eu une négociation, on s'est mis d'accord le premier mois à 25% de commission pour que je fasse mes preuves et qu'ils me disent à la fin ce qu'ils pensent. Bref. Donc, moi, je me suis mise à fond. Je me suis dit, toi, tu vas voir mon coco, ce que je donne et tu vas me supplier à la fin même tu vas vouloir me payer plus. Et il me dit, non, mais si tu veux, tu sais, les 10%, moi, je peux te donner 10%, mais moi, je peux même te donner un fixe. Je dis, mais moi, les fixes, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais ce que je vaux. Donc, je veux juste de la commission. Tu verras ce que je vais t'apporter. Bref, premier mois, je génère 100 000 euros de chiffre d'affaires pour lui. Il avait une offre high ticket à 5 000. J'ai vendu 20, j'ai closé 20 personnes. Un mois toute seule, 100 k. Son assistante virtuelle, elle m'appelle et elle me dit Sabrina, on va l'appeler Jean-Claude. Jean-Claude, il est dégoûté. Il va devoir te payer une grosse commission. Et là, je dis pardon. Tu peux répéter, j'ai pas compris en fait. Elle me dit ouais, il est dégoûté, il est super énervé, il doit te payer une grosse commission. Je dis mais il a compris que si j'avais pas pris mon téléphone, en fait, il aurait eu zéro à la place des 100 000. Elle me dit ouais, mais bref, ouais, il doit te donner 25%, machin. Ok, d'accord. Donc lui, il a rien compris au business. Et j'ai attendu qu'il me paye, j'ai mis fin à la mission. Et là, il me recontacte en me suppliant de revenir. Et là, je lui dis écoute, si je rebosse avec toi, c'est pas 25%, c'est pas 30%, mais c'est 50% que je te demande. Bien évidemment, il m'a dit non. Et c'est là que j'ai eu un déclic où je me suis dit, allez, tourne la page avec le closing.
c'est fini, arrête de bosser pour d'autres personnes. C'est là que j'ai décidé d'apprendre aux solopreneurs à closer eux-mêmes. Et comme ça, au moins, eux-mêmes ne dépendent pas aussi d'un closer, ils gardent la valeur qu'ils créent, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est ma plus belle histoire de vente parce que ça a déclenché en fait ce désir d'accompagner les solopreneurs dans leur manière de vendre. Oui, et puis c'est très fort parce que 100 000 euros, c'est une sacrée somme. Bien sûr. Et, J'ai fait et un post d'ailleurs là-dessus. Je ne sais pas si tu l'avais ah vu, oui, j'avais fait un post là-dessus. Ouais. il ne semble pas, mais j'ai regardé. Mais Ouais. non, bah, c'est 100 000 euros. Peut-être que tout le monde ne se rendra pas compte parce que on voit des montants tous les jours balancés de ah, j'ai généré tant de millions. Bon, en Ouais. réalité, 100 000 euros, c'est une énorme somme, C'est surtout en un mois. énorme. En un mois, c'est énorme. Et bah, oui, bah, effectivement, t'as tout dit, mais il n'a rien compris au business. C'est clair. S'il ne veut pas revoir le même montant arriver sur son compte en banque le mois d'après, bah, effectivement, il s'énerve, il rechigne, et puis voilà, mais tant pis pour lui. C'est ça. C'est ça. Ok, belle histoire, effectivement. Et alors, bah, j'ai l'impression qu'on a déjà un peu répondu à la question avec toutes les histoires que tu nous as partagées, tout ce que tu nous as distillé comme information. Et tu vois, si tu Ouais. avais un seul conseil de vente pure et dure à donner à un entrepreneur, ce serait quoi? Ne jamais arrêter de vendre. Et surtout, apprends d'abord à vendre toi-même. Parce que si tu n'arrives pas à vendre ton offre, personne ne pourra le faire à ta place. Parce que moi, j'ai des personnes qui me contactent en me disant, tu connais pas un closer qui pourrait vendre mon offre, mais est-ce que tu as déjà closé ton offre? Bah non. Bah, c'est pas la baguette magique, en fait, le closer. C'est pas un magicien qui arrive, qui vend ton offre. Donc pour ça, il faut vraiment, un closer, en fait, il fera que démultiplier ce que tu as déjà validé. Donc il faut vraiment que tu apprennes à closer ton offre. Et à un moment donné, quand tu peux plus gérer les appels, là, tu prends un closer pour te seconder, on va dire, tu vois. Mm. Donc, il faut arrêter de vouloir convaincre, parce que, comme je disais, la vente, c'est pas convaincre, c'est vraiment connecter. Donc, quand tu sais créer cette connexion, tu peux vendre naturellement. Et ensuite seulement, tu peux envisager de déléguer auprès d'un closer. Et au Mm. moins, quand tu as un closer et qui te dit ben, je suis désolée, je suis malade, je ne peux pas prendre l'appel, ben, tu ne peux pas dire oh mince, j'ai pas de closer, il faut que je trouve un autre closer. Ben non, je sais faire, je sais closer, je vais prendre l'appel, il n'y a pas de souci. Mm. Voilà. Donc vraiment, le conseil que je donnerais, c'est ça. Apprends d'abord à vendre. Et avant de déléguer, il faut vraiment que tu maîtrises la vente, en fait. Il faut que tu maîtrises le closing pour ta propre offre. Ouais. Ça marche partout. Ouais. Rapide histoire qui moi m'est arrivée, mais j'ai été dans une boîte à un moment donné qui n'avait pas closé tant que ça d'entreprise, parce que c'était en B2B, donc c'était un peu plus OK. classique. Et ils ont engagé plein de gens, mais pas forcément des gens qui étaient formés ou compétents. Et en fait, bah, sans surprise, oui, ça n'a pas marché parce que tu n'as pas fait tes preuves sur ton marché, tu n'as pas C'est mis en ça. place des process qui fonctionnent, tu n'as pas déterminé quels étaient les prospects les plus chauds, les plus intéressants Forcément. potentiellement. Bah oui, ça va pas marcher. C'est pas une baguette magique. La ressource humaine, c'est les C'est ça. compétences qui valent le coup et c'est l'offre adaptée au marché qui fait que ça cartonne, quoi. Bah oui, puis il faut lui donner des datas, en fait, au closer. Tu prends le closer, OK, mais il faut que tu lui dises, voilà ce qui se passe en général, voilà les objections qui arrivent, voilà comment je les contre. Voilà, il faut que tu lui expliques des choses, quoi. Donc, il ne peut pas Mmh. arriver comme ça et dire, allez, vas-y, vends-moi mon offre et je ne suis pas content si tu la vends pas. Bah, déjà, apprends à la vendre toi-même, quoi. Ouais. Ah, un minimum. Non, mais OK, très, très clair. Donc, C'est hyper important. ouais. On est peut-être un peu brutaux dans ce qu'on dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais non. Alors moi, je suis directe, hein. Moi, de toute façon, ils ont l'habitude avec moi, les personnes avec qui je travaille. Je suis Mmh. cash, je suis directe, je suis transparente et au moins, quand c'est blanc, c'est blanc, quand c'est noir, quoi. Il n'y a pas de Mmh. blabla ou de bullshit. Ouais. Non, mais il faut, hein, de toute façon. Et donc, ouais, effectivement, ce qu'on peut en tirer, c'est vendez, apprenez à vendre. Puis même, C'est ça. on s'éclate tellement quand on commence à bien le faire. Exactement. Mmh. Et C'est alors, un réel justement, plaisir. pardon, oui, oui, c'est un réel plaisir. Et alors justement, tu vois, en vente, bah, les entrepreneurs qui choisissent de ne pas le faire au départ, on a du mal à comprendre pourquoi, en prenant un peu de recul. Selon toi, quelles sont les croyances limitantes les plus répandues en vente et qui peuvent les affecter aussi? Quand on a plein qui te disent, moi, je suis pas fait pour vendre. Alors, il y a beaucoup de thérapeutes d'ailleurs qui me disent ça, je suis pas fait pour vendre. Et en fait, ils pensent que c'est un talent inné, en fait, alors qu'en réalité, c'est vraiment une compétence qui s'apprend. Donc, ils sont contents, en fait, au bout d'un moment, quand ils prennent plaisir à vendre, ils se disent, mais en fait, j'aide les gens, en fait, je vends pas. Mais si, tu vends. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui vendent tous les jours, mais ils n'en ont pas conscience. Quand tu as Mmh. un pote qui te dit, il faut que tu ailles voir ce film, il est génial au ciné, il faut que tu ailles dans ce resto, il est super bon et tout, il te vend le resto, il te vend le film. Mais sauf Mmh. qu'il n'en a pas conscience, en fait. Et puis, la deuxième, ce serait
la deuxième croyance, ce serait, si je parle de mon offre, j'ai l'impression que je vais déranger. Il y en a plein qui me disent ça aussi. Si je parle de mon offre, j'ai l'impression que je vais déranger. Comme si proposer ses services allait importuner les gens. Alors qu'on a dit que vendre, c'était aider. Tu vois? Donc non. Donc continue d'aider, il faut que tu parles de ton offre. Si tu ne parles pas de ton offre, on ne peut pas savoir que tu existes. Donc continue de parler de ton offre. Et la troisième croyance limitante, je dirais, ce que je te disais au début, là, je dois baisser mes prix pour vendre. Ça, c'est pareil. Il faut que je baisse mes prix pour vendre, sinon je ne vends pas. Non. Ça, c'est une croyance limitante. C'est l'illusion même la plus dangereuse. Parce qu'en réalité, si tu n'es pas convaincu toi-même de la valeur de ton offre, personne ne le saura à ta place. Donc, tu n'as pas besoin d'être née vendeuse, vendeur. Tu n'as pas besoin tu n'importunes pas, en proposant une solution. Tu aides tes prospects et tu n'as pas besoin de brader tes prix. Tu as juste besoin de clarté, tu as besoin de confiance, de leadership et d'une vraie connexion avec tes prospects. C'est tout. Ok, très clair. 3 croyances limitantes, il faut faire attention à ça. Ouais. Ok. Écoute, maintenant je te rejoins un petit peu là-dessus, mais attends, je voulais aller un peu plus sur effectivement l'évolution ensuite, parce que maintenant qu'on a dépassé toutes ces croyances limitantes, qu'on s'est mis à vendre, etc., le futur de la vente, il est jamais écrit noir sur blanc, c'est en perpétuelle évolution ce métier. L'humain ne change pas, mais les méthodologies et les outils auxquels on a accès changent beaucoup. Les réseaux sociaux ont changé, l'IA est en train de tout changer. L'IA en ce moment, ouais. Exactement. Et donc justement, toi, comment tu vois, comment tu perçois l'évolution de la prospection et de la vente dans les années qui viennent? Oula, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis un peu ce que font les Américains. Et je ne sais pas si tu sais, mais en ce moment, les Américains, ils automatisent carrément les appels de closing. Donc, c'est une intelligence artificielle qui prend les appels et qui fait les appels. C'est impressionnant. Et donc ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Franchement, je ne suis pas fan, perso. Parce que vu que je suis à fond dans la collection humaine, je pense que tu as compris. Donc, les appels de closing faits avec l'intelligence artificielle, j'ai un peu du mal. Donc ça, j'attends de voir ce que ça va donner. Ensuite, au niveau prospection, ouais, on parle beaucoup d'IA, ça c'est clair, d'automatisation. Et ça va prendre beaucoup de place, ça va prendre de plus en plus de place dans la prospection, mais selon moi, ça ne va pas remplacer l'essentiel qui est l'humain, en fait. Parce que l'IA et les outils, oui, ça fait gagner du temps, ça peut aider à qualifier, à t'organiser, etc. Mais ce qui fait qu'un prospect va te dire j'achète, c'est la connexion, c'est la chaleur d'une vraie conversation avec la personne et qui va te dire ouais, ok, je te suis dans le programme, ouais, je veux que tu m'apprennes à faire X, Y, Z, quoi, tu vois. Donc l'avenir, je le vois comme un mix entre la technologie pour, on va dire, ouvrir les portes plus vite et de l'humain pour les franchir vraiment. Voilà. Okay. Et après, je vois qu'il y a beaucoup plus de rencontres physiques. Je crois vraiment que les rencontres physiques, elles vont reprendre de la valeur, tu vois, avec l'avancée de l'IA. Parce que plus on sera dans un monde automatisé, plus la proximité réelle, elle fera la différence. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a de plus en plus de rencontres physiques, de meetings, de machins, tu vois, comme ça, business. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va me manquer, je pense, dans mes 8000 km de la France. C'est possible. Mais non, mais je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et je t'avoue que moi, l'année dernière, je bossais dans une société qui vendait du recrutement à des entreprises qui avaient besoin de commerciaux. Et le marché n'était pas au beau fixe à ce moment-là. Voilà, c'est des hauts, c'est des bas. Mais honnêtement, quand le marché est en difficulté, la seule différence que tu peux apporter, c'est juste ta personnalité, c'est juste la connexion que tu arrives à créer, les émotions que tu arrives à générer. Et honnêtement, je m'en suis bien sorti pour aller trouver de nouveaux clients parce qu'en fait, j'arrivais à très bien connecter avec les gens. Et en fait, comment je le faisais? J'allais sur les salons, juste sur des salons, je rencontrais des entrepreneurs et on s'entendait bien et ils me faisaient confiance parce que j'étais authentique et c'est ça qui fonctionnait. Mais tu vois, c'est ce qui va devenir le plus rare en fait dans les années qui viennent selon moi. Et ce qui est le plus rare, souvent, ça a plus de valeur, quoi. Donc, je suis ça va être d'accord. compliqué d'accéder à des clubs privés, ça va être plus compliqué d'accéder à des gens intéressants, mais quand tu le feras, ça aura beaucoup plus d'impact. Ouais, complètement. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Et effectivement, sur ton bateau, peut-être que ce ne sera pas facile de te joindre. On verra comment tu t'organises, Ouais. mais
Bon, Ouais, en tout cas, très belle vision. Effectivement, ça bouge tout le temps. C'est ça qui est génial aussi dans la vente, c'est que si tu te c'est tiens pas au ça. courant, tu meurs, quoi. En fait, la vente, c'est un travail continu, mais Mm, vraiment. C'est ce que je mm, dis. La dernière fois, il y a une personne qui m'appelle, elle me dit ouais, mais je sais pas si là, tout de suite, je peux pas faire ça tout de suite, peut-être plus tard. Je dis, mais de toute façon, il n'y a aucun souci. La vente, c'est un travail continu. C'est pas parce que tu vas pas travailler avec moi maintenant que c'est fini, en fait. Tu vois? mm. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Sois complètement à l'aise et on peut se revoir dans quelques mois. Il n'y a aucun problème avec ça, même dans quelques années, en fait. Même si tu bosses avec moi aujourd'hui, dans 2 ans, je pourrais t'apprendre d'autres choses parce que c'est une éternelle évolution, en fait, la vente. Mm. Ouais, complètement. D'où l'importance de continuer à se former de toute façon, effectivement. Exactement. Et bah, écoute, dernière question un peu formelle, on pourra explorer d'autres sujets si on veut tirer un peu Ouais, la avec fil plaisir. d'Ariane après. Mais, Mhm. mais tu vois, on parle beaucoup de techniques, de trucs, tu vois, pour vendre plus, pour vendre mieux. Et même si ça fait un peu convenu, j'ai envie de te demander si tu as un truc pour closer plus facilement. Et on a brossé un portrait très large de la vente, mais un élément, Ouais. un petit truc, est-ce que tu en as un à partager? Bah, en fait, j'en ai même deux. Je vais t'en partager deux. C'est Excellent. vraiment la préparation et le détachement. En fait, quand tu prépares correctement ton appel, que tu connais ton offre, tu arrives déjà dans l'appel avec une sérénité. Hmm. Et après, quand tu es dans l'appel, il faut lâcher prise. Il faut que tu sois détaché de la vente. Si tu veux absolument vendre, absolument closer, ça se sent dans ta voix, ça se sent dans ton comportement et ça casse tout. Donc le closing, c'est pas forcé, c'est une discussion pour voir si ça colle avec ton prospect. Et bizarrement, quand tu es détaché du résultat, quand tu es détaché de la vente, bah, c'est là que tu vends le plus, Hmm. réellement. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Mais tu vois, c'est tout dans l'état d'esprit, effectivement. Ouais. Euh, mais tu vois, les Américains et même les Français, mais quand on parle de développement personnel, beaucoup de gens évoquent l'état d'esprit d'abondance, tu sais, l'idée Mmh. que de toute façon, il y a énormément d'options à ta portée. Donc, en fait, s'il y en a une qui te glisse entre les doigts, c'est pas grave, tu passes à la prochaine, quoi. Et c'est ça qui, je pense, aide le plus dans l'aspect perso de la vente, tu vois, c'est juste d'être détaché, quoi. En fait, même si on aborde la séduction en 1 minute, mais si tu es, accroché au résultat, tu l'obtiendras jamais parce que en fait, les gens le Exactement, sentent et les gens sentent que tu as pas d'option et les gens ont envie d'être choisis, pas c'est ça, de subir ton envie du moment, quoi. Donc, ouais, exactement. c'est hyper intéressant le détachement. Mais c'est dur, c'est très dur parce que quand tu commences à créer un petit peu ton offre, à vouloir vendre, ben, en fait, tu attaches beaucoup d'importance à ce que tu pourrais générer, Bien à sûr. comment ça pourrait changer ta vie. Euh, donc, bah, on peut tirer un petit peu justement là-dessus, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut absolument vendre parce que ça peut changer sa vie, mais qui a du mal à être détaché? C'est l'expérience en fait, c'est l'habitude. Il faut que tu prennes un maximum d'appels. Il faut que tu te prennes dans la phase des non en fait. Il faut que tu te prennes dans la phase des refus et que tu aies cette capacité à te dire je continue, je continue, je continue et obtenir peut-être au bout du 51e appel un oui. Et c'est ce oui qui va te faire comprendre qu'il faut se détacher de la vente. Donc il ne Hmm. faut pas abandonner, vraiment pas abandonner. Et c'est ça qui va faire que tu vas te lancer et qui va commencer le début de tous tes closings, en fait, vraiment. Ouais, effectivement, en fait, en banalisant un petit peu le process parce que tu l'as fait tellement de fois, C'est ça, bon, tu attaches moins d'importance, effectivement. exactement. Mais ok, non, mais très clair. Écoute, je sais que tu dois filer en plus après, donc je ne vais pas prendre trop de temps sur cette fin Ouais, d'interview. Mais exactement, pas de souci. pour clôturer un petit peu, est-ce que tu as envie de nous partager une phrase qui peut résumer un petit peu ta philosophie ou bien même juste un conseil? Bah, écoute, je vais finir avec mon mantra qui me suit depuis des années, qui ne tente rien n'a rien. Donc, Hmm. si tu as envie de faire quelque chose, tente-le et essaye, teste au maximum. Il n'y a pas d'échec. Si tu échoues, ce n'est pas un échec, c'est que tu apprends. Donc, ouais, qui ne tente rien n'a rien. Super. Écoute, sur ce mot de la fin, merci beaucoup Sabrina. Je t'en prie, Et c'est à toi, Gabriel. bah, avec grand plaisir, c'était hyper intéressant. On aura l'occasion de rééchanger, je pense, de toute façon dans le Avec futur. plaisir. Ouais, Euh, et écoute, on peut terminer là-dessus. Merci infiniment. je t'en prie.